Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de InfoWintox. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 novembre, nous sommes un petit peu plus maintenant de 15 jours de cette date fatidique du 9 novembre 2016 qui a vu l'élection à la surprise générale de Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis. Un Donald Trump qui prendra ses fonctions donc le 20 janvier prochain, mais déjà sont au travail le travail de transition. Et dans ce travail de transition, évidemment, il y a la nécessité de choisir des personnalités aux différents postes importants. Actuellement, on ne sait pas encore qui va être l'un des postes les plus importants, qui est celui de secrétaire d'État. Actuellement, ici aux États-Unis, on commence à parler de Romney, qui pourrait éventuellement être un candidat potentiel. Mais on a déjà quelques noms non négligeables, comme Flynn, le prénom m'échappe, mais c'est un ancien général donc, de l'armée américaine. Un ancien général qui avait été viré par Obama parce qu'il était en totale opposition avec la politique, ou du moins la ligne politique en matière sur le Moyen-Orient, plus particulièrement avec les ambiguïtés de certains choix stratégiques américains, plus particulièrement en ce qui concerne la Syrie. Et de ce fait, étant donné qu'il n'était pas forcément d'accord sur le fait d'aider ou de financer des groupes plus ou moins douteux, qu'on a prétendu être des djihadistes modérés, ce qui est déjà rien que le terme est un pléonasme, donc il était en opposition par rapport à cette politique et il s'est fait virer. Et bien ce monsieur, le général Flint, va atterrir dans la prochaine administration, celle de Donald Trump, au service de renseignement de la Maison Blanche. Alors c'est-à-dire que c'est le service qui va tout simplement chapeauter un peu tous les services de renseignement, que ce soit la NSA, que ce soit la CIA, que ce soit le FBI, que ce soit d'autres services de renseignement, que ce soit internes ou externes. Et donc, il est véritablement un poste très important. Sachant, évidemment, sa prise de position, sachant sa position en matière de géopolitique américaine et en totale opposition avec ce qui s'est fait depuis, allez, on va dire, presque ces 20 dernières années, ça risque d'être quand même relativement amusant. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des têtes qui vont tomber. Et il y a déjà des gens, d'ailleurs, très bien placés, qui ont décidé de quitter leurs fonctions. Je prends l'exemple du directeur général de la CIA qui a démissionné et qui va être remplacé par un autre monsieur qui, lui aussi, est considéré comme quelqu'un d'assez modéré, mais qui va forcément, on pense qu'il va certainement faire ménage. Donc, quand on dit en règle générale entre ce qu'un homme politique dit pendant sa campagne et dans les faits, c'est-à-dire dans l'action, des fois il y a une énorme différence. Or là, on commence à se rendre compte que ce que disait Donald Trump, finalement, il reste conforme finalement à ce qu'il disait. Puisque là, il est en train de choisir des gens qui vont dans cette ligne politique, qui vont dans cette idéologie-là. Un personnage, par contre, qui sera nommé, alors c'est un peu une sorte de porte-parole chargé de la communication au niveau de la Maison Blanche, c'est Stephen Bannon. Alors Stephen Bannon, c'est quand même un individu un peu bizarre parce que il est réputé comme étant un personnage, ou du moins on lui fait cette réputation d'être un personnage extrêmement à droite. Il a été proche du Tea Party. Alors le Tea Party, je rappelle rapidement ce qu'est le Tea Party. Le Tea Party, c'est la frange républicaine extrémiste, on va dire, radicale, qui regroupe un ensemble d'individus qui ont vraiment des idées, mais vraiment extrêmes, qui sont contre l'avortement, qui placent énormément de notions religieuses pour les réinstaurer à l'échelle de l'État, qui sont contre les relations, même parfois les relations sexuelles en dehors du mariage. Enfin, il y a vraiment... c'est vraiment des concepts et des idéologies très archaïques, finalement, très protectionnistes, très moralistes, très puritains, mais qui sont complètement décalés avec le monde actuel. Une des fers de lance du Tea Party, c'est évidemment celle dont vous avez certainement entendu parler, qui est Sarah Palin, qui est un cas vraiment particulier. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller sur YouTube, taper Sarah Palin, essayez de trouver éventuellement des vidéos avec des traductions en français, et vous allez vous rendre compte véritablement du cas
je dirais même à la limite en France, on n'a pas ce genre de personnalité politique. Parce que déjà, on est quand même un petit peu plus, on est quand même un peuple un petit peu plus évolué quand même. Ça, par rapport à une certaine proportion de la population américaine, et que ce genre de personnalité politique ne passerait absolument pas en France. Alors certains la comparent éventuellement à, je dirais certains même qui sont un petit peu de mauvaise foi, la comparent à Philippe de Villiers. Moi personnellement, même si Philippe de Villiers reste quand même un souverainiste de la première heure, avec une petite tendance monarchiste, mais qui est quand même un souverainiste, il est très très loin. C'est vraiment un tout petit joueur à côté de Sarah Palin. Mais bon, ceci dit, donc Stephen Bannon est donc l'un des fondateurs d'un organisme de presse sur Internet qui s'appelle Breitbart News, qui est un support d'information qui ne se cache pas d'avoir des idées d'extrême droite et conservatrices. Quand je dis extrême droite, attention, ne pas tomber dans le cliché, c'est pas des idées fascistes, c'est pas des idées nazies, c'est pas des idées racistes, c'est pas des idées homophobes systématiquement, mais ce sont plutôt des positions, oui, des positions protectionnistes et des positions souverainistes. Mais comme malheureusement aujourd'hui, on fait un petit peu de la confusion à tous les niveaux, c'est-à-dire que dès qu'il y a des gens qui sont pour la nation d'abord, pour le peuple souverain d'abord, tout de suite, ça y est, on les taxe d'être d'extrême droite, d'être des fachos, etc. Donc il faut faire très attention avec ce qu'on dit en général dans les médias mainstream, dans les médias globaux, parce qu'en règle générale, parfois on déforme un petit peu les vérités. Et ce monsieur, Stephen Bannon, évidemment, vu qu'il a été plus ou moins proche du Tea Party, eh bien, on l'a présenté, surtout j'ai remarqué dans la presse et dans les médias français, on l'a présenté comme étant un radical d'extrême droite, qui risque de faire beaucoup de tort à des acquis sociaux aux États-Unis, qui est certainement le fervent défenseur de l'annulation du mariage gay aux États-Unis, etc. Alors, pas du tout. Je mets au défi quiconque de trouver un article dans Breitbart News qui parle de supprimer le mariage gay. Ce qui a été, par contre, fait dans ce média, et je crois me souvenir que je l'avais d'ailleurs relayé, c'est de poser des questions, de poser des réflexions sur tous les droits qui peuvent être acquis au niveau des couples homosexuels, surtout quand on voit qu'il y a parfois certains cas problématiques. Comme je le dis très souvent, je ne remets pas en question le droit fondamental d'égalité des couples homosexuels vis-à-vis des couples hétérosexuels. Seulement, il faut bien prendre en considération le fait que les problèmes que nous avons déjà avec les couples hétérosexuels vont forcément se reporter avec les couples homosexuels, surtout particulièrement à l'encontre des enfants, que ce soit des enfants nés de gestation naturelle ou de gestation assistée par autrui. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va certainement retrouver les mêmes problèmes qu'on a déjà avec les couples hétérosexuels. Donc c'est juste cette réflexion qu'il faut se faire. Je ne parle pas évidemment de tous les abus que ça peut comporter, parce que vous savez aussi bien que moi que malheureusement nous vivons dans des sociétés très consuméristes, et qu'aujourd'hui il est quasiment impossible de faire comprendre à des gens que la liberté, elle a quand même ses limites. C'est que la liberté de se mettre en couple avec quelqu'un sans avoir la garantie que dans 6 mois on va se séparer parce que finalement on ne s'entend pas. Sauf que le problème, c'est que peut-être 6 mois, 1 an, ou 1 an et demi, ou 2 ans, au bout de 2 ans, vous avez quand même fait des démarches pour adopter un gamin, vous avez peut-être réussi à vous faire un gamin. C'est pour les couples lesbiennes, je veux dire, les femmes peuvent se faire un enfant, c'est pas mal en soi, mais voilà, c'est avant d'adopter je dirais une perception de consolidation du couple, avant de se lancer dans une famille, je dirais, des fois avec 1, 2 ou 3 enfants. Alors attention, il y a des couples homosexuels qui sont véritablement exemplaires, qui sont certainement plus exemplaires que des couples hétérosexuels. Donc ça, voilà, mais
c'est une réflexion qui existe, et cette réflexion, elle existe aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et aux États-Unis, évidemment, c'est sur cette réflexion, parfois sur des conclusions un petit peu hâtives, que certains se reposent pour légitimer l'annulation, pour légitimer l'abrogation du droit au mariage pour les homosexuels. Je rappelle que c'est sous la direction d'Obama que, enfin, les États-Unis ont tranché grâce à la Cour suprême, parce qu'il y avait un problème aux États-Unis, c'est-à-dire que vous aviez certains États très minoritaires qui pratiquaient le mariage homosexuel. Le seul problème, c'est que ce mariage homosexuel, par exemple, lorsque vous aviez des homosexuels qui se mariaient en Californie, pour des raisons professionnelles, etc., ce couple se déplaçait dans un autre État, mais ce que cet État ne reconnaissait pas et ne pratiquait pas le mariage homosexuel, et le mariage homosexuel fait en Californie n'était pas reconnu dans l'État où ce couple homosexuel pouvait être amené à se déplacer. Ce qui posait énormément de problèmes, puisque aux yeux de la loi fédérale, le couple vis-à-vis de l'État de Californie avait une légalité, un statut légal, mais finalement ce statut légal n'était pas légal dans d'autres États. La Cour suprême a tranché. Désormais, un couple homosexuel qui se marie dans un État qui pratique le mariage homosexuel, le mariage doit être reconnu dans tous les États des États de l'Union. C'est-à-dire que maintenant, un couple homosexuel qui va dans le Dakota du Nord qui est, juste pour résumer, c'est un des États un petit peu très conservateurs, où il y a même des lois qui vont à l'encontre des homosexuels. Désormais, cet État ne peut pas aller à l'encontre de la reconnaissance du mariage homosexuel à l'échelle fédérale par la Cour suprême. Ça ne veut pas dire que peut-être un député ou un sénateur va relancer la polémique et peut-être relancer une procédure pour... mais je pense sincèrement qu'il serait... et je pense que Trump lui-même n'est pas idiot à ce point-là, et même lui-même, il y a quelques années ou il y a quelques temps, avant de se lancer dans la campagne des primaires, avait défendu le droit à l'égalité pour les couples homosexuels, ce qui d'ailleurs était considéré au niveau du Parti républicain comme étant une idée un petit peu trop progressiste pour une idéologie républicaine, on va dire. Donc après, évidemment, quand on a traité Donald Trump d'homophobe et d'être peut-être responsable à l'avenir de décider d'annuler le mariage gay, sincèrement, c'est des conneries, parce que je mets au défi quiconque de me trouver une vidéo ou un support où il dit clairement qu'il annulera ou qu'il remettra en question le mariage homosexuel. Qu'il modifie la loi, qu'il apporte des réformes dans la loi, mais pas annuler la loi. Mais vous voyez, c'est un petit peu la confusion est très facile à mettre en place dans l'esprit des gens. Donc voilà, donc on a quand même certains personnages qui sont actuellement destinés à prendre des positions à Washington, ce qui, d'ailleurs, en matière d'analyse politique, commence à inquiéter évidemment les Européens. Pourquoi? Tout simplement parce que les Européens, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de Bruxelles, ce sont des atlantistes. Ce sont des atlantistes convaincus, ce sont des atlantistes fervents défenseurs du dogme, et que aujourd'hui ils se retrouvent avec une Amérique qui va être, avec à sa tête un Donald Trump, un milliardaire qui est anti-système, et qui, maintenant qu'il a été élu, on s'est dit, bon, il va peut-être entrer dans le rang, l'establishment américain va le recadrer, etc. Mais là, quand on voit les gens qu'il choisit pour sa future administration, il y a quand même certaines questions qui subsistent. Même si pour l'instant, je le dis et je le répète, je le dis souvent d'ailleurs dans le blog, il faut attendre le 20 janvier, sa nomination, et les fameux 100 jours où il a promis de mettre en place certaines règles, certaines réformes, certaines lois qu'il a décidé dans sa campagne d'appliquer pendant les 100 premiers jours de son mandat. Et d'ailleurs le 20 janvier, ça risque d'être assez sportif, puisque vous avez évidemment des organisations un petit peu obscures comme moveon.org qui organisent avec une autre organisation, enfin qui vont organiser un mouvement dont le nom m'échappe, dont j'ai mis l'article dans le blog, vous allez retrouver, et qui milite tout simplement pour un désordre, un chaos total le 20 janvier à Washington.
Donc c'est vraiment inciter une incitation au bordel, voilà, c'est clair, net et précis. Donc cette organisation est en fait organisée par et gérée par et financée par d'autres organisations dont Movement.org. Movement.org qui a aussi des ramifications avec d'autres organisations et d'autres financements. Et si on remonte véritablement tout, eh bien on remonte jusqu'à Monsieur George Soros. Et oui, encore lui, qui est l'un des agents les plus... qui est un peu en vitrine, on va dire, de l'Empire, qui est celui qui s'occupe de régler son compte à la dissidence politique souveraine, nationale et voire même populaire. Hein, on lui doit par exemple certaines révolutions oranges dans certains pays, dont l'Ukraine en particulier. Hein, je veux dire, la dernière révolution qui a donné pour conséquence la place de Maïdan, on le doit en partie à M. George Soros. On doit aussi à M. George Soros les déstabilisations qui sont actuellement en cours, que ce soit en Géorgie, que ce soit en Moldavie, que ce soit aussi dans je ne sais plus quel autre pays, pays baltes, mais enfin bon, ça ne me revient plus. Enfin, de toute façon, cet individu est la peste. Voilà, c'est la peste incarnée. C'est celui qui réussit à financer tout ce qui peut éventuellement canaliser, modifier des situations géopolitiques dans certains pays par le biais d'organisations, par le biais de soutien à des organisations dites dissidentes, sur des mouvements qui touchent à la fois les défenses des libertés, des droits de l'homme, des LGBT, etc. Donc voilà, ça touche vraiment, ça passe véritablement par beaucoup de choses. On soupçonne également M. George Soros d'être à l'origine de tous les mouvements LGBT qu'il y a aujourd'hui, enfin qui ont été ceux en France pour défendre le mariage gay. Je répète, je ne suis pas du tout contre le mariage gay, je trouve simplement c'est que la façon dont le mariage gay a été intronisé et voté en France ne me paraît pas du tout constitutionnellement, enfin respectueux de la Constitution. Parce que voilà, il y a une décision du peuple, qui est voté populaire. Maintenant, si on considère que le peuple est arriéré, crétin et stupide, et qu'on ne fait pas de référendum, et qu'on ne demande pas son avis au peuple, et qu'on lui impose comme ça des lois, parce qu'on croit que c'est un droit fondamental aujourd'hui pour les mouvements LGBT, en effet, c'est peut-être bien pour les homosexuels, mais c'est pas bien pour la démocratie, parce que ça veut dire que la démocratie n'existe plus et qu'elle n'est plus respectée. Donc dans ce cas-là, le peuple va le faire payer, et le fait payer par des votes, et d'ailleurs des votes qui commencent actuellement à être très très significatifs pour différentes raisons. Donc voilà, donc à partir du 20 janvier, il va falloir regarder ça de façon un petit peu plus précise. Juste un dernier petit mot concernant les États-Unis, c'est que la fracture c'est considérablement plus ouverte aujourd'hui dans la société américaine. Aujourd'hui, vous avez des gens qui étaient autrefois au sein même de familles. Il y a des familles aujourd'hui qui sont en train de se disloquer à cause justement de ces idéologies politiques, parce qu'il y en a certains qui ont voté Trump et qu'il y en a d'autres qui ont voté pour Hillary Clinton, et que le vote populaire, c'est Hillary Clinton comment dire, qui normalement l'emporte sur Donald Trump. Et évidemment, tout de suite, dans ce cas-là, c'est vrai que le système ne fonctionne pas, qu'il faut le changer, qu'il faut revenir à un vote populaire. Mais j'avais beau expliquer à un de mes amis américains que si jamais on revenait à un vote populaire, ça veut dire que ça remet en question donc le concept même de l'Union. L'Union, c'est-à-dire cette constitution des 50 États qui forgent et qui forment les États-Unis, le pays des États-Unis. Mais ça veut dire que là, si on revient à un vote populaire, vous remettez en question tous les fondements même de l'Union, puisque dans ce cas-là, vous retirez la souveraineté même de chaque État au sein de l'Union en faisant un vote populaire, c'est-à-dire un vote massif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'États, tous les Américains sont tous les mêmes, alors que dans la culture américaine, c'est faux. Aller dire à un Américain du Michigan qu'il est exactement pareil qu'un Américain du Dakota du Sud, vous allez voir que fatalement, ils ne vont pas forcément être d'accord. Ni même mélanger des Américains du Texas avec des Américains de Californie, dire que les Californiens et les Texans, c'est les mêmes, ce sont des Américains, là, c'est pareil, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais voilà, c'est quelque chose de culturel qui nous paraît très difficile à assimiler pour nous Français, parce que les Français, d'ailleurs, c'est valable en comparaison avec
bien d'autres pays, même des pays voisins de la France, c'est que la France est un pays unique et indivisible. C'est-à-dire que vous soyez né breton, alsacien, normand, provençal, basque, ch'ti ou du Périgord, etc., vous êtes avant tout français, vous êtes de nationalité française. Donc on ne fait pas de différence. Après, on préserve les cultures régionales, mais avant tout, vous êtes français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, même si, bon, on cultive un petit peu parfois certaines petites animosités locales, surtout, mais ça, c'est une question de problème de centralisation entre Paris et la province. Mais avant tout, en matière de droit, en matière de légitimité, nous avons tous les mêmes, enfin, nous sommes tous reconnus avoir les mêmes droits aux yeux de la loi, aux yeux de la République. Nous sommes les enfants de la République, quel que soit l'endroit où nous naissons, même pour ceux d'outre-mer. Ça, c'est évidemment, c'est la règle. En pratique, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais ça c'est aux politiques, ça c'est aux gens qui ont entre leurs mains les outils de la Constitution pour y remédier, et aussi avoir la volonté politique d'y remédier. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc oui, je disais que la fracture s'est considérablement accrue, surtout en plus avec les manipulations qui existent encore aujourd'hui par l'intermédiaire des médias, avec en plus des événements comme là, un événement récent qui s'est produit il y a actuellement à New York, un spectacle qui a été prolongé, qui s'appelle Hamilton, qui est joué à Broadway, qui était un grand succès de comédie musicale. Et il y a eu une représentation où le futur vice-président Pence, qui était présent, et évidemment les artistes en ont profité qu'il soit là, pour lui délivrer un message, un message inspiré par un humanisme, par un esprit de respect de certains acquis dans la société américaine, etc. Mais ce que j'ai dit à certaines personnes, j'ai dit oui, mais le problème c'est que c'est New York. New York, c'est pas les États-Unis. New York, c'est un endroit où vous avez des gens qui sont en moyenne relativement plus instruits qu'ailleurs. New York, c'est une ville très culturelle, très progressiste. Et donc, fondamentalement, c'est un endroit où des gens comme Trump, comme Pence, des gens qui ont peut-être des idées un petit peu plus souverainistes, un petit peu plus nationalistes, etc., ne peuvent pas passer. Et bon, forcément, dans la salle, sachant que le futur vice-président était dans la salle, il y a des gens qui ont commencé à huer, etc. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui se passe ici aux États-Unis, avec évidemment des ruptures d'amitié, des ruptures dans certaines familles à cause de l'élection de Trump. Mais donc, on va voir ce que ça donne. Rendez-vous le 20 janvier pour voir comment ça va tourner, etc. Même si nous sommes fin novembre, nous sommes le 21, donc ça sera dans 2 mois, même s'il peut se passer encore beaucoup de choses en 2 mois. En sachant par contre qu'il y a déjà des dispositions qui ont été prises. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a 2 chambres, il y a la Chambre des représentants et le Sénat. Et ces 2 chambres sont détenues par les Républicains. Et les Républicains, eh bien, ils ont fait passer un décret qui bloque désormais toute décision, pas toutes les décisions, mais on va dire certaines décisions plutôt législatives, on va dire, du pouvoir législatif américain, jusqu'à la fin du mandat de Obama. C'est donc le représentant, un des leaders, un des présidents je crois du Sénat, Paul Ryan, qui est un des leaders des Républicains, qui était d'ailleurs candidat aux primaires républicains de la campagne américaine, qui donc a annoncé ça en disant que Obama, il a 2 mois, mais 2 mois pendant lesquels il ne pourra pas faire grand-chose parce qu'on va systématiquement tout bloquer. Et cette décision, aujourd'hui, elle est plus ou moins interprétée, traduite par certains, comme étant un moyen d'empêcher d'Obama d'appliquer une grâce présidentielle à Hillary Clinton. Parce qu'il faut savoir qu'Hillary Clinton, les affaires qui ont été révélées par l'intermédiaire des mails, que ce soit les mails qu'elle a utilisés par l'intermédiaire de sa boîte privée qui n'était pas sécurisée, les mails qui ont révélé plus ou moins l'assistance, l'aide ou l'investissement ou les aides financières qui ont été faites directement ou indirectement à des organisations considérées normalement
comme étant des organisations terroristes, soi-disant pour aller lutter contre le régime d'Assad et l'État islamique, plus évidemment toutes les casseroles qui traînent derrière elle par l'intermédiaire de sa fondation, où il y a certaines enquêtes qui ont été plus ou moins clôturées, mais dont il reste encore des gens qui posent des questions sur ces investissements, comment les montages financiers de cette fondation. Donc il est évident que là, avec Trump, il y a des gens qui vont certainement vouloir remettre le couvert pour faire la lumière sur justement les activités de Hillary Clinton, que ce soit par l'intermédiaire de sa fondation avec son mari Bill Clinton, ou que ce soit pendant la campagne, ou lorsqu'elle était secrétaire d'État lors du premier mandat d'Obama. Et il y a aussi un autre problème fondamental, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu l'apparition de Hillary Clinton après sa défaite, elle est apparue, mais comme je l'ai dit dans le blog, on aurait dit une Cosette, quoi. On aurait dit qu'elle sortait tout droit des Misérables. C'est-à-dire qu'avec déjà le visage pas du tout maquillé, les yeux cernés, etc. On aurait cru qu'elle était malade, quoi. C'est genre souffreteuse, tu vois. Enfin, donc ça cache quelque chose. Il y a un truc là qui se prépare, un coup de Trafalgar. Donc c'est certainement pour ça que, rappelez-vous que même si Donald Trump, après son élection, a félicité Hillary Clinton pour sa campagne et pour tout le travail qu'elle a fait pour le pays, etc., ça fait partie de ce qu'on appelle le fair play. C'est très ancré dans la culture anglo-saxonne. Donc ne soyez pas étonnés de ce genre de comportement. Hein, le principe du fair play, hein, pour ceux qui connaissent le rugby est essentiellement construit sur une culture anglo-saxonne, et on a toujours cette coupe du fair play, hein, qui est toujours donnée à l'équipe qui dans un tournoi a été la meilleure dans le comportement de jeu, et ça c'est très, très ancré dans la culture anglo-saxonne. Donc ça fait partie de la tradition de féliciter le concurrent, même si on ne le pense pas. Voilà, et ça fait partie un petit peu de la culture américaine d'ailleurs, la petite hypocrisie un petit peu de ce fameux politiquement correct, hein, que justement Donald Trump a un peu torpillé pendant la campagne, et qui justement a choqué beaucoup d'Américains. Donc voilà, suivre aussi ça, parce que à mon avis ça risque d'être assez folklore à partir du 20 janvier. Autre information très importante qui me semble capitale, récemment, aujourd'hui, vous savez que je relaye très souvent des informations issues du site de Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, qui, je le rappelle, est un journaliste, qui était à l'origine un journaliste informatique, mais qui s'est depuis maintenant plusieurs années intéressé à l'univers de la finance, de l'économie, parce qu'il a travaillé énormément d'ailleurs dans le domaine bancaire quand il était journaliste, et qu'il a été l'auteur de certains livres très intéressants, dont un qui est très révélateur, qui est celui qu'il a fait sur Blastmaster. Si vous ne connaissez pas Blastmaster, je vous invite à essayer de vous renseigner sur Internet pour connaître cette charmante personne qui est quand même à l'origine de tout le bordel qui a causé la crise en 2008, qui a aussi un autre livre qui s'appelle 666, qui est un parallèle un peu avec évidemment tout ce qui est un petit peu biblique, religieux, avec la chute de l'empire financier. C'est vrai, Pierre Jovanovic aime bien faire ces parallèles entre mythologie religieuse, etc., avec les événements actuels, mais il n'en reste pas moins quelqu'un qui travaille avec du factuel. Hein, et ce factuel, justement, nous permet d'ouvrir les yeux un petit peu sur une réalité. Il est aujourd'hui très connu sur Internet pour les avertis, pour avoir lancé maintenant depuis quelques années ce qu'on appelle la liste des licenciements. C'est-à-dire qu'il essaie d'établir une liste assez régulièrement des plans de licenciement, des plans sociaux, voire même des fermetures de certaines entreprises, et qui sont tout à fait révélatrices de la véritable santé économique, pas seulement en France, mais également à l'échelle internationale, qui va complètement à l'inverse de l'image qu'on vous donne en général et de ce que les marchés donnent, hein, puisque les marchés, je rappelle, sont énormément dopés, sont énormément faussés par justement des manipulations qui sont légales, hein, mais voilà, c'est comme ça que les marchés fonctionnent.
Et donc il a récupéré et pu avoir accès à des informations concernant une enquête. Pour résumer, il y a un monsieur qui s'appelle David Rossi, qui était le directeur de communication d'une banque italienne, qui est une des plus vieilles banques italiennes, d'ailleurs la plus vieille banque italienne, qui est la Monte Paschi. La Monte Paschi, depuis maintenant près d'un an, une de ces banques qui a spéculé énormément sur les marchés et qui s'est retrouvée, comme beaucoup de banques, avec des produits toxiques qui ont complètement plombé ses comptes. Officiellement, cette banque, si on reprend les fondamentaux, est en faillite. Mais évidemment, comme c'est une banque importante, etc., bien, on va demander des aides à l'État, on va demander des aides à l'Europe, etc., pour maintenir la société à flot. Mais finalement, cette compagnie n'arrive pas à boucher les trous, n'arrive pas à compenser ses pertes depuis maintenant un an, et donc on attend qu'elle tombe. Le problème, c'est que si elle tombe, il y a d'autres banques qui vont tomber, parce qu'il faut savoir que toutes les banques sont liées. Elles ont toutes des intérêts les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'elles se font des prêts entre elles. La Monte Paschi, par exemple, a fait des emprunts à la Deutsche Bank, a fait des emprunts à la Société Générale, a fait des emprunts à d'autres banques. Donc si une de ces banques, dans le maillage, coule, évidemment, les autres banques, ce qu'elles ont prêté, elles s'assoient dessus. Parce que personne ne va évidemment compenser les pertes. Donc ça engendrera des pertes encore plus sur les autres banques. Vous voyez, ça fait un effet domino. Et cet effet domino, pour l'éviter, on brode. Voilà, on brode, on bidouille, on fait ce qu'on appelle le bricolage qui dure. Et vous savez, c'est un peu ces bricolages qu'on trouve parfois dans certains endroits, en attendant de réparer définitivement, mais que finalement, comme ça marche très bien comme ça, on ne répare pas. On laisse comme c'est. Donc ce monsieur, David Rossi, il y a 3 ans maintenant, puisque c'était en 2013, je crois. En 2013, ce monsieur se suicide. Il se suicide, sauf que l'enquête a été donc faite pour conclure un suicide, sauf que le New York Post a eu accès à certaines informations, dont une vidéo de surveillance, où l'on voit malheureusement le suicide, soi-disant, de ce monsieur. Et il y a eu quand même certains éléments qui ne vont pas dans le sens de la conclusion de l'enquête. Donc les autorités italiennes ont été obligées de réouvrir l'enquête. Et en réouvrant l'enquête, en refaisant un petit peu le tour de tous les éléments qui ont été récoltés, que ce soit l'autopsie, que ce soit les différents éléments qui ont été normalement entrés dans les dossiers, mais qui n'ont absolument pas servi c'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté politique à ce que le dossier soit refermé et classé, il s'est avéré que la conclusion du suicide ne tient plus, et que ce monsieur aurait certainement été assassiné, balancé par la fenêtre pour faire croire à un suicide. Donc Pierre Jovanovic récupérait ces informations. Je vous invite l'adresse du site à aller voir un peu cette enquête qui est très intéressante. Entre autres informations dans ce site que vous trouverez également qui sont très intéressantes, surtout si vous êtes un peu curieux sur les aspects économiques et financiers, et vous allez vous rendre compte de la raison pour laquelle Pierre Jovanovic est censuré dans pas mal d'établissements bancaires, que son compte Facebook a été fermé, et que même sa fiche Wikipédia française, anglaise et espagnole ont été supprimées. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une censure qui a été appliquée sur Pierre Jovanovic. Si cette censure a été appliquée, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, vous allez sur son site et vous verrez certainement la raison pour laquelle il est censuré, voire même dans certaines entreprises, et voire même, je ne sais plus dans quel lieu public, où les accès Internet ont été bloqués sur ces adresses-là. Donc, allez voir sur son site, c'est très intéressant. Et enfin, pour terminer, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais je pense que celle qui, en ce jour même, est très intéressante aussi, c'est le résultat du premier tour de la primaire en France. Et oui, la primaire de la droite et du centre. Et c'est très amusant parce que quelques jours avant cette élection, on s'est rendu compte que les médias commençaient à reprendre un petit peu de peut-être qu'il se pourrait que, finalement que. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis des semaines, on vous a bassiné sur Juppé et Sarkozy. Parce que pour les médias, il était évident que Sarkozy a ses chances, mais Juppé, Juppé, c'était quasiment le
le candidat évident qui doit porter le programme de la droite et du centre aux élections présidentielles de l'année prochaine. Sauf que ils ont commencé un petit peu à faire une petite analyse sur des idées ou peut-être faire des sondages un petit peu plus sérieux que les sondages habituels, qui sont généralement des sondages payés pour que le résultat soit en faveur d'eux, etc. Ils se sont rendus compte que malheureusement tous les pronostics qui étaient ceux qu'on vous a bassinés pendant des semaines, finalement peut-être qu'ils allaient avoir le même effet, le même phénomène qu'aux États-Unis. C'est d'ailleurs que finalement les médias se sont complètement allés carrément dans le mur. Et donc quelques jours avant, il y a peut-être que Fillon en effet, il a ses chances, alors que vous avez quand même pas mal d'analyses, d'experts, de journalistes qui ont dit oui mais Fillon il a peu de chance, non, les véritables potentiels sont sur Juppé, voire peut-être Sarkozy encore, etc. Sauf que les élections du premier tour de la primaire ont donné vainqueur François Fillon. François Fillon que pourtant il y a encore quelques jours, certains médias ne donnaient aucun espoir de remporter cette primaire. Mais chose encore plus importante, c'est que François Fillon a remporté donc ce premier tour des primaires, mais pas avec un score plus ou moins serré, avec le second qui est Alain Juppé. Nicolas Sarkozy étant troisième, il est éjecté, donc deuxième tour des primaires auront lieu avec François Fillon et Alain Juppé. Sauf que François Fillon arrive quand même à 48%, et non, 44%, pardon, 44 ou 46%, je ne sais plus. Plus de 44%, puisque 44%, je crois que c'était le premier résultat, alors que Juppé lui arrive à 28%. Donc entre 28% et 44%, ça fait quand même, il y a une grosse marge. C'est limite même et je pense que là, peut-être, les médias vont... je ne sais pas vraiment comment les médias vont tourner la chose, parce que finalement, à la limite, pourquoi faire un deuxième tour? Parce que, vu que Sarkozy a remporté 20%, vu que Bruno Le Maire a donc affirmé que lui, il était pour François Fillon, même s'il a fait, je crois, 1 ou 1,5%. Bref, de toute façon, ça fait 20% d'électorat qui vont se reporter sur François Fillon. Donc si l'électorat qui a mis 44% sur l'électorat, plus les 20%, ça fait 64%, je peux vous dire que Juppé, même s'il récupère les voix des autres, de Kosciusko, Morizet, de Poisson, ce qui, à mon avis, est peu probable, puisque je crois que Poisson aussi s'oriente plus pour que son électorat aille vers François Fillon, finalement, Juppé ne récupère rien. Donc là, ça va être du blabla, ça va être une surmédiatisation, certainement, pour essayer de convaincre les gens de voter, d'aller voter et payer 2 € quand même. Hein. C'est pas une élection nationale, c'est une élection de parti. Donc déjà, vous payez 2 € pour avoir le droit de voter. Et d'autant plus qu'il y a une certaine analyse actuellement qui est en train on essaie de cacher un petit peu, mais etc., que finalement Juppé aurait presque la moitié de son électorat qui a voté pour lui, qui serait en fait un électorat de gauche. C'est-à-dire qu'en fait, si vous retirez l'électorat de gauche qui a voté pour Juppé aux primaires de la droite et du centre, finalement il arrive à 10 ou 12%. Donc finalement, on peut dire que Juppé est mort. C'est pour ça que pourquoi perdre du temps à faire un deuxième tour, puisque de toute façon, Fillon va certainement récupérer, à mon avis, il va récupérer certainement l'électorat des autres candidats. Donc Juppé, c'est fini. Là, ça va être de la comédie, de démocratique. C'est-à-dire qu'on va claquer de l'argent pour rien, pour finalement voir un candidat être nommé. Sauf que, deuxième tour, si jamais Juppé remporte le deuxième tour, c'est-à-dire qu'il l'emporte le deuxième tour, là, il faudra se poser des questions. Parce que, je veux dire, il y a une logique. Hein, c'est pas parce que si Fillon a récupéré 44% mais qu'il se fait battre par Juppé au deuxième tour, là, excusez-moi, il y aura forcément un problème. Je pense qu'à mon avis, ils vont pas s'amuser à faire ce genre de tricherie, parce que là, ça serait trop gros. Donc là, voilà, on sait que c'est Fillon. Sauf que le problème, c'est que Fillon, c'est un petit peu obscur, quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a très très peu de Français qui sont intéressés au cas de Fillon, qui sont très très peu intéressés à ce qu'il propose, d'une manière générale.
Moi, je me suis un petit peu penché sur la question, et je me suis rendu compte que finalement, dans le programme de Fillon, il y a quand même pas mal d'éléments qui ne sont pas carrément du copier-coller de ce que le FN propose, mais qui sont quand même des idées qui s'approchent vraiment de quelque chose de souverainiste, de protectionniste. Euh, je vais vous donner quelques petits exemples de ce qu'il propose dans ces prestations. Par exemple, il propose de supprimer l'AME. Donc l'AME, c'est l'aide médicale d'urgence, l'aide médicale, le E, je ne sais plus, c'est enfin bon, bref, c'est généralement l'AME, c'est pour permettre l'accès aux étrangers de pouvoir accéder à des soins gratuitement. Donc il veut remplacer par une dispense de frais de santé limités, donc hors mineurs, c'est-à-dire que les mineurs par contre seraient pris en charge, aux urgences et aux maladies graves ou contagieuses. Cette dispense sera strictement contrôlée. Elle ne pourra être obtenue que dans les hôpitaux publics et établissements agréés et sous réserve d'un examen de situation de séjour. C'est-à-dire que là, on est véritablement dans un optique de resserrer les boulons, c'est-à-dire de plus systématiquement dire amen et d'accepter tout le monde, quel qu'il soit. On a par exemple réduire le délai d'instruction des demandes d'asile, organiser l'hébergement des demandeurs d'asile, mettre en œuvre une politique volontariste d'éloignement du territoire pour les demandeurs d'asile déboutés, renforcer les contrôles des frontières extérieures de Schengen. Donc ça veut dire que là, on ne renforce pas les frontières françaises, mais les frontières de l'espace Schengen, renforcer la coopération le long de certaines voies migratoires, suspendre la participation à Schengen des États qui n'assument pas leurs obligations, faciliter le rétablissement des contrôles. Vous avez aussi d'inscrire à la Constitution le principe selon lequel l'immigration dépend de la capacité d'accueil et d'intégration de la France. Donc vous voyez, il y a quand même certains éléments, et puis il y a d'autres éléments sur le plan économique et social, qui se rapprochent un petit peu à des idées de protectionnisme, de conservatisme. Le seul problème, c'est que la façon dont c'est dit, c'est assez vague. Voilà. C'est-à-dire que ça laisse suggérer l'idée que voilà, je veux remettre de la souveraineté, je veux remettre de l'intégrité à la République en matière de sécurité, en matière de santé, en matière économique, en matière d'emploi, etc. Mais on en revient toujours au même problème, c'est ok, vous dites ça, mais avec quels outils? C'est quoi les outils que vous allez utiliser pour mettre ça? Ce qui risque, au présidentiel l'année prochaine, de peut-être porter préjudice à Fillon, parce qu'en effet, on va présenter Fillon comme le fils prodigue contre Marine Le Pen, contre le FN. Et c'est vrai que Fillon a peut-être un profil qui passera un petit peu mieux vis-à-vis des gens qui ne voulaient pas de Sarkozy, qui ne voulaient pas de Juppé, qui veulent encore moins de Hollande ou de Valls ou de je ne sais quel autre individu issu de la gauche. Et donc Fillon, oui, Fillon finalement est peut-être le profil sympa, voilà, le profil sympa qui peut éventuellement faire la différence. Sauf que là où ça ne fera pas la différence, c'est que je pense que les Français vont se rendre compte que finalement Fillon reste avant tout un atlantiste, reste avant tout un européiste, et qu'il est hors de question pour lui de quitter l'Union européenne et de quitter l'euro. C'est ce qui risque, à mon avis, de faire la différence avec Marine Le Pen. Et Marine Le Pen va certainement jouer énormément là-dessus, jouer sur tous les problèmes socio-économiques du pays, pour mettre ça sur le dos de l'Europe, et inciter éventuellement l'idée de propulser Marine Le Pen au pouvoir pour qu'elle mette en application sur quoi elle s'est engagée, c'est-à-dire un référendum pour demander aux citoyens français de vouloir, oui ou non, quitter l'Union européenne, un Frexit, on va dire, même si ça reste encore relativement flou pour Marine Le Pen, puisqu'elle reste encore dans cette optique de dire renégocier les accords avec Bruxelles avant de faire le référendum. C'est-à-dire que là, il peut y avoir encore un piège. C'est-à-dire que si elle réussit à négocier quelque chose, et dire bon voilà, on a réussi à négocier quelque chose pour la France, voilà ce qu'on présente, donc le référendum, il n'y en aura pas, et puis il n'y aura pas de sortie de l'euro. C'est le risque. Mais ça, évidemment, je pense que les ténors du parti du Front National savent pertinemment que les Français, qui majoritairement, je pense, ne veulent plus de l'Europe,
vont l'attendre au tournant. Donc elle ne peut pas se permettre de jouer ce petit jeu-là si elle est élue. Donc voilà, c'est assez amusant finalement, et de dire que, et de lire surtout, que finalement Sarkozy a été humilié, parce que de toute façon Sarkozy, ça y est, c'est fini. Hein. Pour la deuxième fois, il dit qu'il se met en retrait de la politique. On ne dit jamais 203, hein. Peut-être qu'il va revenir dans 5 ans, on ne sait jamais, hein. Il ne sera peut-être pas encore suffisamment vieux pour ça. Ou peut-être constituer, une fois les élections en 2017, attendre quelques mois que la sauce monte encore plus, et finalement faire un rassemblement autour de lui pour dire, vous voyez, vous ne m'avez pas élu pour être président la précédente fois, donc là cette fois-ci je suis le sauveur des uns. Donc mon avis, il va revenir. Ça, ne, ne pariez pas là-dessus, parce que de toute façon, il reviendra. Il reviendra, c'est quelqu'un de déterminé et qui est décidé de toute façon à en découdre, et qui ne peut pas se passer de la politique, qui ne peut pas se passer du fait de reconquérir le pouvoir. Donc Sarkozy, on va être tranquille pendant peut-être 1 an ou 2 ans, mais il reviendra. Mais du coup, il y a aussi une autre humiliation. Mais ça, par contre, vous n'en voyez ni la couleur, ni l'odeur, ni entendu parler, parce qu'évidemment, c'est ceux qui en parlent qui sont concernés. L'humiliation, c'est les médias. Et c'est pour cette raison que je dis très souvent, finalement, la leçon américaine n'a pas suffi. C'est-à-dire que les médias français, là, sont face d'un phénomène où là, ils ont eu tout faux. C'est-à-dire qu'ils ont voulu propulser des personnalités politiques pour les présenter comme étant ceux qui étaient choisis par l'électorat potentiel pour la primaire, et donc ça serait un duel très sincèrement, très sérieusement, un duel entre Juppé et Sarkozy. Ils se sont complètement plantés sur la participation. La participation était bien plus importante que prévu, parce qu'on estimait que une primaire, c'est généralement les gens de droite et du centre qui vont voter, donc on peut s'attendre à une participation peut-être de 800 ou 900 000, voire peut-être 1 million, voire 1,2 million, 1,5 million de gens qui vont peut-être voter en primaire. Finalement, il y a eu 4 millions. Quand même 4 millions de gens qui ont voté pour la primaire, ce qui est quand même énorme, hein, si mes informations sont exactes. Donc déjà, par forte participation pour une primaire, ce qui est étonnant. Et deuxièmement, victoire de Fillon, mais large victoire. C'est-à-dire que là, tous les pronostics étaient, même si dans les derniers jours, les médias sont peut-être un petit peu rétractés en disant « Ah ouais, mais peut-être que Fillon, il a ses chances, etc. » Mais au niveau des scores, les évaluations, les statistiques qu'ils ont faites, tout était faux. Ils étaient complètement à l'ouest. C'est-à-dire que là, il y a véritablement un raz-de-marée qui s'est porté sur Fillon, et Juppé est à la ramasse. C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la limite, on se pose la question pourquoi ils font un deuxième tour, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Sauf évidemment si les médias nous la rejouent encore, manipulation, en disant ah oui, mais Fillon, ouais, c'est un petit grand tout mou, alors que Juppé, ouais, c'est la force vive, c'est la pêche, comme il dit. Mais non, là, les médias n'ont toujours pas compris, n'ont toujours pas appris la leçon de ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils continuent à croire que, parce qu'on s'appelle Le Point, l'Express, l'Expansion, le Nouvel Observateur, le Figaro, Le Monde, le Nouvel Obs, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, qui en plus sont des organismes de presse subventionnés, hein, donc quand même aidés avec l'argent du contribuable. Ils continuent à nous raconter des conneries, hein, à dire pas forcément des énormités, parce qu'ils rentrent parfaitement dans le moule de l'idéologie qui est celle qui doit être véhiculée par ces médias-là. Mais au final, je veux dire, il arrive un moment où, quand les événements s'enchaînent et tentent à démontrer que les populations, que les Français ou même d'autres peuples dans d'autres pays d'Europe sont en train d'aller complètement à l'inverse de ce que ces organismes de presse ou ces grands spécialistes et experts nous expliquent, il y a un moment donné, il faut savoir se remettre en question. Donc, est-ce qu'ils vont avoir tiré la leçon pour les semaines à venir, voire jusqu'aux élections présidentielles? C'est pas dit, parce que derrière, c'est tout un establishment, comme aux États-Unis, c'est un État profond qui n'a pas l'intention de céder, qui n'a pas l'intention de perdre. Alors peut-être qu'ils perdront sur des processus démocratiques, comme c'est le cas aux États-Unis,
mais ce sont des gens de ressources, ce sont des gens de pouvoir, ce sont des gens de puissance, et il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer leur capacité à inverser des valeurs, voire même, et ça, soyez très attentifs à ça, voire même déclencher une troisième guerre mondiale. Parce que si aujourd'hui, en effet, on échappe à une Hillary Clinton très va-t-en-guerre, qui avait un potentiel de pouvoir nous faire basculer dans un conflit naissant évidemment de l'intérêt, du conflit d'intérêt avec la Russie, et qui évidemment, par provocation interposée, pourrait faire monter crescendo la situation jusqu'à ce que on appuie sur le bouton rouge. Là, cette menace, en effet, maintenant, est écartée, mais ça ne veut pas dire que des gens comme Trump, qui va vouloir essayer de retrouver une relation avec la Russie, établir une détente avec la Russie, parce que finalement les Américains et les Russes vont trouver forcément des intérêts communs, et ces intérêts communs, je l'explique avec une vidéo à l'appui sur l'Arabie Saoudite, qui à mon avis eux aussi ont beaucoup de soucis à se faire, parce qu'ils vont certainement être la cible de cette coopération qui peut naître éventuellement entre les États-Unis et la Russie. Donc oui, là, le paysage géopolitique risque de changer radicalement. Et à cause de ça, justement, donc il va y avoir des conflits d'intérêts, et des conflits d'intérêts qui vont être menacés considérablement pour l'establishment, pour les élites, pour les mondialistes, etc. Donc ils sont capables ils sont capables de faire une liquidation, c'est-à-dire de déclencher à un moment donné une panique boursière, déclencher un crack et un effondrement global de l'économie mondiale. Ils en sont capables. Et là, vous pouvez vous appeler Donald Trump, vous pouvez vous appeler Marine Le Pen ou Vladimir Poutine, etc. Là, vous ne pourrez rien empêcher. C'est-à-dire que là, ça pourra éventuellement mener à des conflits internes, mais aussi à une troisième guerre mondiale. Ça peut très très vite déraper. Très très vite déraper parce que si jamais il y a un crash financier colossal aux États-Unis, forcément, va y avoir des gens qui vont essayer de pousser à des révoltes contre l'establishment, mais pas forcément Washington, mais mettre ça sur le dos de Trump, de son administration, des républicains, etc. Donc finalement provoquer un gros bordel sur lequel l'establishment et l'État profond va récupérer finalement un pouvoir, et finalement faire une continuité de sa politique pour nous emmener là où justement je vous disais une troisième guerre mondiale, pour faire un reset complet du système. Donc ça, la menace elle est toujours là. Il ne faut surtout pas se dire ça y est, Trump veut faire copain-copain avec Poutine, donc la menace s'écarte. Non, parce qu'il y a toujours des conflits d'intérêts dans les sphères qui ne sont pas celles que vous voyez à la télévision, ni que vous entendez à la radio, ni que vous voyez dans la presse, ni que en général vous voyez sur Internet si vous vous contentez des sites mainstream. Donc fatalement, le risque est toujours là. Le risque il est toujours là dans le sens où l'establishment, l'État profond, les élites ne céderont pas, ils ne s'accommoderont jamais de Donald Trump, ils ne s'accommoderont jamais du changement politique de certains pays à l'échelle européenne, et de ce fait, l'élection présidentielle française n'échappera pas à cette mouvance. Donc, soyons vigilants, restons alertes à tout ce qui se passe actuellement. Actuellement, il faut savoir qu'on est sans doute encore dans une petite période de transition jusqu'au 20 janvier. Quoique, comme je le dis, ne soyons jamais sûrs de rien, parce que justement on peut profiter que ce soit Obama qui soit encore à la Maison Blanche pour faire péter un truc quelque part, et puis pousser, et finalement, une fois Trump investi, l'obliger finalement à suivre la mouvance. Parce que si vous faites péter, si vous faites un autre 11 septembre aux États-Unis avec 2000, 3000 ou 4000 morts, il est évident que Donald Trump ne pourra pas s'opposer à engager les États-Unis dans un conflit
en montrant du doigt la responsabilité d'Al-Qaïda, encore une fois, ou de l'État islamique, etc. Et relancer la machine de guerre, hein, et fatalement, évidemment, les Russes, eux, dire attendez, là, vous reprenez là où vous en étiez arrêté depuis vos élections. Donc voilà, il y a toujours un risque. Rien n'est acquis. Et oui, juste un petit dernier détail, parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait échappé. Parce que j'avais parlé de Juppé, que Juppé avait été au Bilderberg, et que généralement, les politiques qui se vont au Bilderberg, qui sont plutôt espérer être des candidats potentiels pour des élections, Juppé avait été au Bilderberg. Donc c'est pour ça que j'avais dit, Juppé, c'est le parfait candidat, qui est poussé, qui est mené pour aller aux présidentielles françaises, en passant le cap des primaires, sauf que là, évidemment, c'est mal barré. Et en fait, j'ai découvert qu'en 2013, au Bilderberg a été invité Valérie Pécresse et puis un certain François Fillon. Et donc, évidemment, si vous avez Fillon et Pécresse qui ont été invités en 2013, hein, j'ai mis l'article dans le blog, vous pouvez le retrouver, par le Bilderberg. Donc cela confirme ce que je disais au départ, c'est qu'attention, peut-être que Fillon peut paraître un petit peu plus souverainiste, un petit peu plus traditionnel, on va dire, pour essayer de séduire justement l'électorat français, et peut-être qu'un électorat français se laissera très facilement séduire par Fillon, parce que justement, ce qui peut jouer en faveur de Marine Le Pen, c'est d'avoir en face un candidat que personne ne veut. Mais là, Fillon encore, ça peut être un potentiel, si vous voulez. Donc ça peut éventuellement inverser les tendances, ce qui ne serait pas négligeable d'ailleurs, et ce qui ne serait pas totalement stupide dans une stratégie d'essayer de conserver plus ou moins le pouvoir et faire une continuité assurée en France au profit de l'Europe. Merkel est aussi en phase de devoir être de nouveau confrontée aux urnes, puisqu'elle rebrigue un quatrième mandat de chancelière. Donc voilà, vous voyez, il y a véritablement beaucoup de choses qui sont à suivre. Et puis pour nous, continuez à suivre le blog. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes en moyenne 100 maintenant par jour à fréquenter ce blog. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez, pour faire des propositions, pour être aussi un petit peu critique objective évidemment. Hein, je rappelle, je ne suis pas un journaliste, je suis juste quelqu'un qui est citoyen français, vivant à l'étranger, mais qui se pose des questions, qui trouve des informations, qui les partage. Parfois certaines informations peuvent être pas forcément peut-être crédible pour vous, etc. Donc n'hésitez pas à présenter d'autres arguments, présenter d'autres éléments, ce seront les bienvenus. Et n'hésitez pas à écrire à cette adresse qui s'affiche ici, juste en dessous, là, ici, et bien on se retrouve très prochainement, avant Noël, certainement, parce que l'actualité va très vite et qu'il est toujours intéressant de faire un petit peu un résumé des choses. Merci à vous tous qui me suivez sur ce blog, et à très bientôt. Ciao!